D'anciennes croyances indiennes racontent qu'au cœur de la forêt amazonienne se trouve le royaume des esprits. Il faut déjà faire la connaissance avec la forêt, savoir la lune, il faut bien travailler avec la nature. Dissimulés dans les plantes, les esprits auraient le pouvoir de soigner l'être humain. Ça, c'est dans notre langue, c'est Impukeu. Ça, si tu robes bien avec ça, tu vas un jour devenir comme un chaman. Comme un chaman. Ouais. Chacune de ces racines ou de ces lianes peut se révéler bénéfique pour la santé de l'homme. Et ça, tu coupes et tu vas bouillir. Et quand tu commences à tousser, tu fais... Après le mal de gorge, ça part. Oui, ça part, oui. Voilà. Pas celle-là. On peut mettre sur notre bobo quand on est blessé pour cicatriser vite. Ben je crois que c'est avec ça qu'on m'a guéri, ces blessures-là, quand je t'ai coupé. Ça cicatrise vite avec ça. Les sociétés amérindiennes de Guyane croient en la magie de cette forêt. On craint sa puissance autant qu'on la respecte. Nous, on considérait qu'il y a l'esprit dans le bois qui nous regarde. Et comme on pousse, qu'il reste ici sur place. On ne touche pas. Et il nous laisse tranquille aussi. Voilà. La Guyane est le plus vaste département d'outre-mer. Grande comme le Portugal, elle est presque intégralement recouverte par l'immense forêt amazonienne. On a coutume de la décrire comme une pharmacie à ciel ouvert. Ce sanctuaire de biodiversité abrite des plantes au pouvoir surprenant qui n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Pénétrer cette forêt est comme aborder un continent mystérieux. Les Amérindiens sont les premiers à avoir découvert les secrets des plantes. Ils vivent depuis plusieurs millénaires au cœur de la forêt et ils ont appris à reconnaître celles qui soignent les fièvres ou qui guérissent les blessures. Leurs connaissances ont parfois été spoliées par des laboratoires pharmaceutiques, engendrant une certaine méfiance envers la médecine occidentale. L'histoire de la Guyane a été ponctuée par l'installation de différents peuples qui ont tous utilisé la forêt pour se soigner. Ils ont découvert de nouvelles plantes, inventé de nouveaux remèdes et ont compris que l'Amazonie pouvait offrir à l'homme le plus précieux des cadeaux, la santé. Au XVIIe siècle, les troupes de Louis XIV parviennent à prendre possession de la presqu'île de Cayenne. Mais il faudra encore attendre un siècle pour que les premières expéditions scientifiques osent s'aventurer à l'intérieur des terres et inventorier la flore locale. Les échantillons des plantes collectées dans la forêt sont conservés à l'herbier de Guyane. Ils ont permis d'étudier les nouvelles espèces botaniques découvertes en Amazonie. Les premières recherches historiques, ça date de 1775.
Ça date de toute la période où tous les royaumes envoyaient leurs scientifiques au travers le monde, y compris les Français. La recherche ici en Guyane a surtout apporté des connaissances en pharmacopée, c'est-à-dire s'est intéressé aux plantes et on a essayé de cataloguer d'une façon botanique et scientifique les plantes qui étaient utilisées par un certain nombre de peuples. Les plantes de l'Amazonie sont à l'origine d'avancées importantes pour la médecine, en permettant notamment la découverte de la quinine et du curare au XVIIIe siècle. Plus récemment, les botanistes ont inventorié les plantes encore utilisées de nos jours par les Amérindiens. Ils en ont recensé plus de 600 espèces. Les populations se sont toujours intéressées aux plantes pour voir comment les utiliser à leur bénéfice. Et donc les gens, par acquisition intuitive et essai, parce qu'ils ont tous essayé des choses, ils ont essayé des fruits, ils ont essayé des choses, ils ont repéré les plantes qui étaient poison, ils ont repéré les plantes qui avaient un bénéfice pour la peau ou pour autre chose, et ils ont essayé de faire des tambouilles, parce que c'est souvent de ça qu'il s'agit, pour essayer de se soigner. C'est une vieille histoire, aussi vieille que l'humanité. Ici, sur le plateau des Guyanes, on estime que l'homme est là depuis 9000 ans. Donc il faut voir la démarche d'une façon anthropologique sur les temps longs de la vie de l'humanité. Les plantes de l'Amazonie ont permis aux populations de chasseurs-cueilleurs de vivre pendant des millénaires dans la forêt, jusqu'au choc brutal de la rencontre avec l'homme blanc. La population autochtone a été décimée par les nouvelles maladies comme la variole que les explorateurs ont importées sur le continent. Aujourd'hui, les Amérindiens ne représentent plus que 5% de la population, soit à peine 10 000 individus. Beaucoup peinent à s'intégrer dans la société française et ils sont particulièrement touchés par le chômage et l'alcoolisme. Pourtant, certaines ethnies tentent de conserver leur mode de vie et leur médecine traditionnelle. Pour aller à leur rencontre, la pirogue est le seul moyen de transport. Il faut remonter le fleuve et s'enfoncer profondément dans la forêt. C'est là-bas que subsistent les derniers villages des Indiens Wayana. On se situe sur la commune de Maripasoula, qui est la plus grande commune de France et qui se situe dans le sud-ouest de la Guyane. On va arriver en pays indien, c'est-à-dire le territoire des Wayana sur la Litanie, qui est le principal affluent du Maroni en fait. Les chercheurs s'intéressent de près aux Indiens Wayana, car ils détiennent des connaissances qui n'ont été révélées que récemment. C'est seulement dans les années 50 que les Français sont entrés en contact permanent avec ce peuple. Je viens régulièrement, plusieurs fois par an, pour travailler avec eux. J'ai beaucoup travaillé sur la médecine, sur les plantes surtout. C'est ce qui m'intéresse, c'est le lien avec la nature, le lien avec les plantes, la manière dont on les utilise, mais aussi la manière dont on les nomme, dont on les perçoit, symboliquement finalement, quelle place ça prend dans leur univers. Et quelles sont donc leurs relations avec la forêt. La forêt, c'est à la fois source de nourriture et c'est aussi source de médecine. Il faut bien soigner, donc il y a beaucoup d'écorces d'arbres et de lianes qui sont utilisées pour se soigner. Il faut dire que plus de 80% des plantes médicinales sont des arbres et des lianes, donc de la forêt. Pour étudier leur manière de se soigner, Marie Fleury doit s'immerger plusieurs jours en pleine nature et partager le quotidien des Wayana. Autrefois nomades,
les Wayana déplaçaient leur village régulièrement. Mais dans les années 50, l'administration française les a forcés à se sédentariser. Tu vas bien? Ça va? Oui, ça va. Marie Fleury les fréquente depuis plus de 20 ans et la confiance s'est installée. Ils acceptent de partager avec elle la connaissance des plantes de leur environnement. Un arbuste aux vertus thérapeutiques pousse sur les bords du fleuve. Il s'agit du psydium, avec lequel les Wayana se soignent depuis des siècles. On ne le trouve qu'en de rares endroits et à certains moments de l'année. Et cette forme-là de psydium qui pousse sur les seaux, elle est plus rare parce qu'on la trouve que effectivement sur les grands fleuves Maroni et Oyapock. C'est une plante aussi qui est saisonnière parce que quand les eaux montent en fait, eh bien ça disparaît totalement, ils sont noyés en fait. Donc ils perdent évidemment toutes leurs feuilles et puis après à la saison sèche, ils repartent. Donc ils sont complètement adaptés à ces milieux-là. Et vous voyez qu'en saison sèche, eh ben, ils ont les fruits, ils fructifient. Eh bien, c'est une plante qui est utilisée chez les Wayana spécifiquement. C'est une plante qui est intéressante pour soigner le paludisme, la fièvre, le paludisme. Et ça, c'est que les Wayana. Enfin, en tout cas, c'est que chez les Wayana où on a vu ce genre d'usage de ce psydium. Dans la société Wayana, la médecine et l'alimentation sont liées. Dans ces deux domaines, ce sont les femmes qui détiennent le savoir-faire. Allez, cours. Oh, look. Les bagobaya. C'est du takalamaime. Iya. Ah bon, vous faites non? Iya. Bah, petit wata. Je mets dans l'eau froide, puis je fais bouillir. La sauce, oui, petit. Il y en a petit à tiquer. C'est pas très précis, en général c'est une poignée. Bon, il y a quand même une recette, on sait à peu près quelle quantité. C'est comme une recette de cuisine que vous connaissez par cœur. Hein. Vous mesurez plus, vous savez à peu près combien il faut mettre de chaque ingrédient, c'est la même chose. On ne va pas donner une quantité précise, on ne va pas expliquer précisément ce qu'on fait, mais les jeunes regardent et observent, c'est la même chose avec l'artisanat, ils observent, puis après ils imitent, ils font la même chose, et c'est comme ça que se transmettent les savoirs en réalité. Ah bon, comment? Oui, regarde. L'eau est déjà un peu rouge. Ça veut dire que c'est prêt. Ah, ok. C'est très surprenant de considérer la quantité de connaissances qu'ils ont sur les plantes, sur leurs usages, la manière de les utiliser. Et on peut se poser la question de savoir, mais comment ils ont appris tout ça? Alors, effectivement, nous, il y a un rôle important, ça c'est sûr, des animaux, puisqu'il y a beaucoup de mythes qui racontent des hommes qui observent les animaux et qui vont répéter ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire qu'ils testent. C'est vraiment quelque chose d'empirique, c'est une médecine vraiment empirique. C'est très bon. Sans aucune technologie, les Amérindiens sont parvenus à identifier les plantes médicinales parmi des milliers d'espèces. Ils ont enrichi leur pharmacopée et affiné leurs connaissances au fil des siècles. Désormais, la science moderne offre des outils bien plus rapides pour approfondir la connaissance des plantes. En tant qu'ethnobotaniste, Marie Fleury bénéficie de financements publics pour mener ses recherches. C'est au laboratoire de chimie du CNRS qu'elle fait analyser ses échantillons de psydium. Bonjour Emeline, ça va? Salut Marie. Ouais. Tiens, regarde cette belle plante que tu connais si bien. Bon, on va préparer la tisane? Ouais, tu vas pouvoir nous faire un petit extrait là. Allez. Les deux chercheuses ont élaboré un protocole scientifique pour tenter de comprendre comment la tisane de psydium agit sur le corps humain.
L'intérêt de faire cette étude en laboratoire, c'est de tester, valider ou invalider ces usages traditionnels. Et notamment, c'est Emeline qui a fait le travail sur l'intérêt d'utiliser le psidium, notamment ses propriétés pharmacochimiques, l'isolation des molécules qui sont en cause, et puis l'intérêt ou pas de l'utiliser contre la fièvre. L'idée là, c'était de travailler sur cette tisane de psidium au plus proche de la façon dont la population l'utilise. Donc c'est pour ça qu'on prépare là, comme si on faisait une tisane finalement chez soi aussi. L'idée, c'est aussi de comprendre si on trouve une activité d'où elle vient. Donc là, au laboratoire de chimie, ce qu'on va pouvoir faire, c'est séparer les différentes molécules qui constituent cette tisane, et puis les identifier pour savoir à qui on a affaire, et caractériser également derrière leur activité biologique. Les Indiens Wayana n'ont jamais eu besoin de preuves scientifiques pour être convaincus des vertus du psidium. La démarche occidentale est tout autre. L'esprit cartésien doit d'abord comprendre le mécanisme chimique de la plante avant d'en reconnaître l'efficacité. Leurs recherches les ont amenés à découvrir une nouvelle molécule qu'elles ont baptisée la wayanine, en hommage au Wayana. C'est bien, on retrouve bien, comme on avait la dernière fois, un mélange de différentes molécules. Tous nos dérivés, là, proches de la goyavérine, donc la wayanine, la vicularine, tous ces dérivés là, qui ont à peu près la même structure. L'objectif de leur étude est de permettre aux Indiens de commercialiser eux-mêmes une tisane de psidium et qu'ils puissent en retirer des bénéfices. Ces connaissances-là, au départ, elles appartiennent au Wayana. Cette propriété intellectuelle appartient à la communauté Wayana. Il ne s'agit pas de spolier les connaissances pour faire des médicaments. Là, on est plus dans une démarche participative pour au final, essayer d'apporter un plus au bien-être des gens, à la fois sur le plan médical et sur le plan économique. Voilà. Les scientifiques qui utilisent les savoirs traditionnels doivent le faire en collaboration avec les communautés. Dans le cas contraire, leur démarche peut être assimilée à de la biopiraterie. Ce fut le cas récemment avec ce que les médias ont appelé l'affaire du Kouachi. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est donc un sujet brûlant qui secoue le monde de la recherche. Des scientifiques de l'IRD sont accusés de biopiraterie par la Fondation France Liberté. Alors que reproche-t-on précisément à l'IRD? Eh bien, 2 chercheurs de cet institut ont déposé une demande de brevet sur une molécule présente dans le kouachi, une plante qui fait partie de notre pharmacopée traditionnelle pour soigner le paludisme. Le hic, c'est qu'il n'y a aucune retombée pour la Guyane. Pendant des décennies, les laboratoires pharmaceutiques ont exploité le savoir traditionnel des Amérindiens pour fabriquer des médicaments à partir des plantes, économisant ainsi d'énormes budgets de recherche. Aujourd'hui, les communautés ont pris conscience du scandale. Elles ont désigné des représentants formés au droit international pour faire entendre leurs revendications. Lorsque les chercheurs viennent en Guyane ou dans l'Amazonie, ils utilisent les autochtones quand même pour aller dans la forêt, pour avoir les connaissances, pour connaître les plantes, parce que c'est quand même les Amérindiens qui connaissent les plantes. Donc on ne peut pas simplement arriver dans une communauté, prendre quelqu'un détenteur de savoir traditionnel dans la communauté et lui prendre ses savoirs et lui dire au revoir. Il faut qu'il y ait aussi un retour dans la communauté. Dans la conception amérindienne, une plante appartient à la communauté, n'appartient pas à un individu, n'appartient pas à une entité. Et c'est là que c'est choquant, que c'est vraiment troublant, que lorsqu'on trouve, on extrait une molécule dans une plante, on se l'approprie à travers, dans le système occidental, on appelle à travers un brevet. Et le brevet n'existait pas dans la conception autochtone. Le brevet, c'est le brevet de la communauté, le brevet communautaire. Et extraire un brevet avec un numéro de façon à faire de l'argent, c'est inconcevable dans une communauté amérindienne. C'est inconcevable. L'arrivée de la médecine occidentale a provoqué un véritable choc des cultures en Guyane.
L'approche marchande de la santé et l'introduction des médicaments de laboratoire ont bousculé les habitudes des populations autochtones. Peu après l'installation des colons européens, la Guyane a vu arriver encore un nouveau peuple, celui des Bushinengue. Ils sont venus ici, bien malgré eux, au XVIIe siècle, quand la France et la Hollande ont instauré l'esclavage en Guyane et au Suriname. Plus de 300 000 Africains ont été déportés ici, essentiellement depuis la Côte d'Ivoire et le Congo. Le territoire des Bushinengue est situé sur l'embouchure du fleuve Maroni. Ici, les habitants ont la possibilité de se soigner avec la médecine occidentale, car la France a installé un dispensaire médical, baptisé CDPS pour Centre délocalisé de prévention et de soins. Les Bushinengue qui choisissent de s'y rendre doivent parfois faire plusieurs heures de pirogue pour y accéder. Les patients viennent souvent consulter ici quand leur état de santé devient préoccupant. Ce monsieur est arrivé avec une énorme plaie, c'était un sabre. Il est tombé sur son sabre et il s'est coupé, ça a été jusqu'à l'os quand même. Il s'est coupé l'artère cubitale et on a tous là, on l'a récupéré. Pour nous, c'est une star. Enfin, on a eu très peur et ça s'est très bien fini. Est-ce que ça fait mal? Peine? Peine, non. Non, no peine. L'état. L'état. Ok. Ça tirerait, mais non. Vous vous souvenez, monsieur, s'il avait mis des plantes? Non, non, il a fait pas. Il a fait pas. Alors, parce qu'il était déjà sorti de la forêt. D'accord. Ouais. Parfois, on n'arrive pas à voir les médecins. On fait nous-mêmes avec des plantes naturelles. Peut-être il n'y a pas de moyen pour aller voir les médecins. On a toujours les plantes médicinales. Ouais. C'est l'alternative. Ouais. C'est l'automédication. Alors en France, c'est avec autre chose. Et ici c'est essentiellement des plantes. Après, vous ne donnez pas facilement les recettes. Hein? Non, non. Non. Non, pas du tout. Ok? C'est bon? La médecine publique s'est implantée tant bien que mal sur le vaste territoire guyanais. En dehors des villes, il n'existe que 12 dispensaires comme celui-ci, ce qui fait de la Guyane le premier désert médical de France. Allez, on y va, on se lève. Ça paye? Elle a mal en remontant? Elle ne pouvait pas marcher comme il faut, elle a la jambe qui fait mal, des fois il y a le pied qui ronfle. D'accord. On a fait une grosse prise de sang, d'accord? Et cette prise de sang, elle va nous dire un peu où on en est. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Les Bushinengue naviguent entre la médecine occidentale et la médecine traditionnelle. Beaucoup d'entre eux continuent de consulter leur guérisseur qu'on appelle le Bushidata. Si moi, par exemple, je suis dans la forêt, là, je suis à la bâtie, eh ben, je prends le Bushidata directement, je prends les feuilles. Vous voyez? Mais si je suis peut-être proche du médecin blanc, eh ben, j'irai voir de suite le médecin blanc. C'est pareil. Soit le Bushidata, soit le médecin blanc, moi ça m'est égal. Hein. En fait, nous, quand on revoit les patients, selon qui arrive et de leur culture, parce qu'on a plusieurs types de cultures, il y en a beaucoup qui vont voir le Bushidata avant de venir et qui viennent parce que le Bushidata, ça n'a pas changé.
Donc du coup, mais ils nous le disent pas forcément. On le devine parce que vu l'état d'évolution de la pathologie ou l'état de santé, on sait qu'ils ont laissé traîner, et quand ils laissent traîner aussi longtemps, c'est qu'ils sont allés voir le Bushi-Dada avant, et que du coup, comme l'état s'est aggravé, ils sont venus tenter autre chose, on va dire. Mais après, ils nous disent pas vraiment ce que le Bushi-Dada a fait, qui s'y sont allés. Il y en a qui vont nous le dire, d'autres pas du tout. Tu veux que je louche pour voir? C'est déjà fini. C'est pas fini. Mais quand on peut créer un lien, on arrive à échanger. Franchement, leur pharmacopée peut être très très intéressante. Après, ici, il y a une dimension culturelle et philosophique, animiste, avec les plantes qui nous échappent. Donc, est-ce que plus de temps nous permettrait d'y avoir accès? Je ne sais pas. J'imagine. Il faut qu'elle aille au Suriname faire le... Les populations locales ne livrent pas facilement les secrets de leur médecine traditionnelle. Les récentes affaires de biopiraterie ont accentué un peu plus la méfiance envers les personnes extérieures à la communauté. Au XVIIe siècle, les Bushinengue se sont échappés des plantations de canne à sucre où ils étaient réduits en esclavage et ils se sont réfugiés dans la jungle. C'est de là que leur vient le nom de Bushinengue, les Noirs de la forêt. Recréant des petites communautés sur le modèle des sociétés africaines, les Bushinengue se sont installés le long du fleuve Maroni. Nous, les Bushinengue, nous avons toujours vécu à l'écart des Blancs. Nous avons créé notre propre culture. Quand on remonte le fleuve, on trouve des gens qui sont restés fidèles à nos racines africaines. Nous sommes capables de vivre et de nous soigner par nous-mêmes, quelle que soit la maladie. Nous avons des personnes capables de nous soigner de manière traditionnelle, aussi bien qu'un médecin. Burney est venu rencontrer le médecin traditionnel dans un petit village au bord du fleuve. Mais la communauté a mis en place des stratégies pour protéger son savoir traditionnel. L'accès au médecin est soumis à un rituel bien précis. Première étape, obtenir l'autorisation du doyen du village. Et comment allez-vous? Ça va. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. La raison de ma venue ici est la suivante. J'aimerais rencontrer le Bushi-Data afin qu'il me prépare un remède. La personne qui pourra t'aider est un jeune du village qui s'appelle Roméo. C'est lui seul qui sait comment faire. Personnellement, je ne pratique plus car je suis trop vieux et je perds la vue. J'ai donc arrêté de soigner les gens. Ouais. Mais Roméo pourra te soigner. D'accord. Lorsqu'un Bushinengue vient nous voir, nous sommes rassurés car notre savoir reste dans la communauté et il permet de soigner nos frères. Il faut que la confiance s'installe avant toute chose. Mais si un étranger vient seul et qu'on ne le connaît pas, on va se méfier. Ce sont nos ancêtres qui nous ont donné ce savoir, et par respect pour eux, on ne peut pas le répandre n'importe comment. Le Bushi-Data vit à l'écart du village, en lisière de la forêt. Il est ainsi plus proche des plantes et à l'abri des regards. Comment ça va? Ça va bien, merci.
Je suis content de te rencontrer. J'ai demandé au patriarche, c'est lui qui m'a conseillé de venir te voir. D'accord. Tiens, je t'ai apporté une bouteille de rhum. J'aimerais que tu me prépares un remède. Je me sens un peu mal, c'est pour ça que je suis venu te voir. Que ressens-tu exactement? J'ai du froid dans le ventre, j'ai vraiment besoin de quelque chose pour guérir. Ok, t'as des courbatures? Oui, beaucoup. D'accord, tu as bien fait de venir. Avant de soigner un malade, le Bushidatta fait des incantations afin de demander la bénédiction des ancêtres. C'est l'ultime étape du protocole avant de pouvoir divulguer le secret des plantes de la forêt. Sur le trajet, il faut toujours plier les tiges des plantes qui poussent en bordure de sentier. Comme ça, on pourra facilement retrouver le chemin du retour. C'est important, car il ne faut surtout pas se perdre ici. Quelle plante cherches-tu? Je cherche du Suwaoui. Et il nous faudra un peu de Wimaoui. Et du Kapaoui aussi. Regarde, il y a de belles feuilles. Voilà du Febaoui. Si quelqu'un se sent faible et qu'il a de la fièvre, tu peux utiliser cette plante. Il faut écraser les feuilles dans un récipient, puis tu ajoutes un peu d'eau et tu laisses macérer au soleil. Ensuite, le malade devra se laver avec. Celle-là, c'est Bakafutu. Cette plante aussi va rentrer dans la composition de ton remède. Quand tu te sens mal, cette plante te permet de soulager la douleur. Il faut préparer un bain avec les feuilles et ça va te redonner de l'énergie. Ces savoirs me viennent de mon grand-père. Quand j'étais petit, il m'a montré tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il avait appris auprès des anciens. Les feuilles sont mises à macérer dans le rhum car l'alcool agit comme un solvant et permet d'extraire les principes actifs contenus dans les plantes. Celle-ci, c'est Suwaoui. Quand elle est dans la bouteille, elle contribue au traitement du ventre grâce à son acidité. Je montre au malade comment je procède. Comme ça, s'il habite trop loin et qu'il ne peut pas revenir me voir, il pourra refaire lui-même son remède. En divulguant ainsi ses secrets de fabrication, le médecin fait circuler le savoir à l'intérieur de la communauté. Les connaissances sont ainsi transmises sans pour autant tomber entre de mauvaises mains. Le mieux, c'est de laisser macérer. Plus tu attends, plus le mélange sera efficace. Alors, cette bouteille que je vais te donner, il y a certaines règles à respecter pour la boire. Tu ne dois pas en prendre beaucoup, ni n'importe quand. Il y a une dose par jour à respecter. Par exemple, aujourd'hui, après le repas, tu vas en boire un petit verre. C'est comme un médicament. Tu prends cette dose le matin et en fin d'après-midi. Il ne faut pas remplir le verre, tu mets juste un fond. Une fois le matin, une fois l'après-midi, juste cette dose? Oui, pas plus.
C'est bon? C'est good. À bientôt. Les remèdes utilisés de nos jours sont encore les mêmes que ceux rapportés d'Afrique par les esclaves au XVIIe siècle. Ils ont simplement été adaptés aux espèces botaniques de l'Amazonie. Malgré l'exil sur un autre continent, la médecine africaine est parvenue à survivre dans une version légèrement différente, venant ainsi enrichir la pharmacopée guyanaise. Il y a environ 50 ans, un autre peuple venu d'encore plus loin a également importé sa médecine traditionnelle sur le territoire guyanais. Il s'agit de la population Hmong, originaire du Laos. Pendant la guerre d'Indochine, les Hmong ont combattu aux côtés de l'armée française. Et dans les années 70, alors qu'ils étaient persécutés par le régime communiste, la France leur a offert l'asile politique en Guyane. Ce peuple d'agriculteurs a alors entamé un travail considérable, défrichant des centaines d'hectares de forêt pour y cultiver des fruits et des légumes. Les Hmong ont été les premiers à domestiquer la nature sauvage de Guyane et à y imposer une agriculture triomphante. En 1975, on était quitté la guerre au Laos jusqu'à Thaïlande. Et en 1976, l'autorité française qui vient chercher les Hmong au camp de réfugiés de Thaïlande pour venir en Guyane, pour installer, pour développer la Guyane. Et apparemment que nous sommes venus ici pour développer la Guyane, pour travailler en tant que développer la Guyane. Et c'est ça que je suis venu à la Guyane en 1978. Ça pousse très bien ici, surtout que là c'est bien adapté pour le ramboutan et pour les plantes d'agrumes. Ça veut dire que pour le plan médicinal, c'est sûr qu'il y a plusieurs plans médicinaux qui sont adaptés à la zone qui sont la montagne, aussi que adaptés à la zone qui sont bien plats, et aussi que le plan médicinal qui sont aussi vivent dans les marais, dans les marécages. Là, on y va à la plantation de plan médicinal à Kilaria. Ouais. Alors, ça se présente à peu près de 4 km de cacao, la plantation. Hein. Yahu a rapporté du Laos quelques graines d'Aquilaria, un arbre médicinal très répandu dans le sud-est asiatique qu'il a essayé d'introduire en Guyane. 5 ans après, sa plantation s'étale sur 6 hectares et compte plus d'1 millier d'arbres, tous bien acclimatés. Là, tout ça, c'est les grains. Là, une fois que vous avez vu, si c'est mûr, ça va éclater. Et vous avez vu les grains qui sont voilà. Là, vous avez vu que là, c'est mûr. Là, on peut récupérer les grains pour semer, pour faire les plants. Là, c'est un arbre qui sont pas origine de la France ici, mais c'est un arbre qui sont bien adaptés pour la Guyane. Comme il y a beaucoup de pluie, ils sont poussés plus vite qu'au Laos. Laos, c'est une saison bien sec, et puis là, ça va pousser beaucoup moins. Il n'y a pas de molécules, les vieilles. Ce qu'il y a de molécules, c'est le jeune. Il y a 3 feuilles dans la tête. Là, il y a une molécule pour soigner pour le diabète, pour diminuer le diabète. Ouais. Yahu aimerait développer une filière d'Aquilaria en utilisant les méthodes agricoles qui ont permis le succès des Hmong dans le domaine du maraîchage. Alors qu'ils ne représentent qu'à peine 1% de la population, ils sont parvenus en quelques décennies à devenir les premiers producteurs de fruits et légumes.
Valoriser ces plantes médicinales permettrait à la communauté de développer un nouveau secteur économique. Bonjour, je suis venu te voir pour te montrer cette plante médicinale. Ah, c'est intéressant. Peut-être a-t-elle des vertus qui pourront m'être utiles. Tu peux m'en dire plus? Ces feuilles peuvent soigner les diabétiques. Elle aide aussi les personnes qui ronflent et aussi les personnes qui ont mal aux os et au dos. Chez certaines personnes, il vaut mieux utiliser les feuilles fraîches. Mais pour d'autres, les feuilles séchées sont plus bénéfiques. Ah oui, il y a donc deux méthodes. Comme cette plante a vraiment beaucoup de vertus, j'ai pensé que c'était important de la planter ici. Le but est de la léguer à nos enfants et à nos petits-enfants, et que la recette soit transmise à tous. Les anciens disent qu'une plante peut soigner 10 maladies. Si une plante ne te convient pas pour l'une d'elles, elle te guérira peut-être pour une autre. Regarde, l'eau commence à verdir. Tu vas sentir comme ce parfum est fort. Le plus efficace avec ces plantes médicinales, c'est l'inhalation. Ah, il faut inspirer. Il ne faut pas souffler sur la tisane. Au contraire, il faut bien inhaler la vapeur. Comme ça, tu absorbes 2 fois plus de principes actifs de la plante, d'abord en la respirant, puis en la buvant. C'est bon. C'était bon. Ça peut aller soigner les gens qui ont diabète et les gens qui sont très vieux, 70 ans. Si vous prenez à partir de 6 mois, vous boivez tous les 2 jours, un verre ou 2 verres, alors là, vous avez la force comme vous avez 40 ans. Et puis vous avez beaucoup de force à travailler et puis vous n'êtes pas fatigué du tout. Lorsque les Hmong ont quitté le Laos pour la Guyane, ils savaient qu'ils ne retrouveraient pas leurs plantes asiatiques dans cette partie du monde. Ils ont donc emporté avec eux quelques spécimens de plantes laotiennes et ils en ont fait des boutures. Petit à petit, ils ont introduit sur le sol guyanais une centaine d'espèces médicinales originaires d'Asie. Si nos enfants ont mal au ventre, plus particulièrement à la rate, nous prenons les feuilles de ce tabac sauvage et nous les pilons pour l'étaler sur la partie souffrante. Toutes ces plantes-là, tout ce que vous voyez là, nous les avons rapportées de notre pays. En Guyane, il y a aussi beaucoup d'espèces locales. J'ai 2 plantes que m'ont données des femmes d'ici et qui sont très efficaces. Les Amérindiens et les Créoles ont chacun leurs plantes et ce ne sont pas les mêmes que les nôtres. Les communautés ont longtemps vécu séparées les unes des autres, isolées dans l'immense forêt amazonienne. Les médecines traditionnelles se sont ainsi développées, chacune de leur côté. Aujourd'hui, elles se retrouvent toutes rassemblées à Cayenne, la capitale de Guyane. C'est ici que convergent l'ensemble des cultures et des différentes médecines. Dans le bouillonnement de cette ville, aux 130 000 habitants, les communautés sont toutes représentées. Elles se côtoient, se mélangent et s'échangent des produits. Les habitants de Cayenne sont en grande majorité créoles. Ils sont le fruit du métissage entre les différentes communautés. C'est le carrefour des cultures, le marché de Cayenne. Ici, il y a une étude sociologique qui a montré qu'il y a 17 langues qui étaient parlées sur le marché, ce qui prouve qu'il y a des populations diversifiées.
asiatiques, créoles, bushinengués, amérindiennes, un petit peu tout le monde guyanais se retrouve ici sur le marché, quoi. Ouais. Toute la mosaïque guyanaise. Marc-Alexandre est lui aussi créole, originaire de Martinique. Il a consacré ses études aux médecines traditionnelles et son terrain de prédilection est le marché de Cayenne. C'est ici que les habitants viennent s'approvisionner en plantes pour se soigner. Ça c'est la poudre au vert, ça c'est l'absinthe, ça c'est d'ITPI. Sur cet étal, là, on retrouve pas mal de plantes médicinales. Hein. On a vraiment un beau panel de plantes médicinales utilisées en Guyane. On a ici de la salade soda, hein, qui est connue pour ses propriétés hypotensives, donc qui est utilisée pour lutter contre l'hypertension. On a effectivement ici de la mélisse, qui est bonne pour dormir, hein, les gens qui ont des problèmes de nervosité ou d'insomnie. Et puis on a d'autres plantes dépuratives, on a des plantes antigrippales, on a des plantes fébrifuges. Donc les étals comme ça de plantes médicinales sont vraiment des pharmacies où les gens viennent se procurer des plantes pour se soigner, quoi, en ville. Ça c'est du noni, donc ça c'est vraiment une plante polynésienne. Donc ça c'est vraiment un exemple d'introduction d'espèces exotiques en Guyane. Là, il y a un certain nombre d'espèces qui ont été introduites il y a plus ou moins longtemps, la plupart durant la période coloniale et d'autres plus récemment, notamment avec les migrants. Chacun vient avec ses plantes et sa pharmacopée. La capitale attire chaque jour de nouveaux habitants venus du Brésil, d'Haïti ou du Suriname. Désormais, la moitié de la population guyanaise est concentrée dans l'agglomération de Cayenne. C'est dans ce creuset que se développe aujourd'hui une nouvelle forme de médecine traditionnelle. Les villes de Guyane sont en pleine recomposition parce qu'elles sont nourries par des apports migratoires et aussi par un exode rural important. Notamment, beaucoup de jeunes du fleuve, jeunes bushinengués ou de jeunes amérindiens, viennent à Cayenne pour chercher du travail ou pour étudier. Et effectivement, ça implique des changements importants dans leur mode de vie puisqu'ils passent d'un milieu rural à un milieu urbain. Et ça implique aussi une adaptation à ce milieu urbain. Et en ce qui concerne les phytothérapies, eh bien, effectivement, ça se ressent évidemment dans les pratiques. Alors là, par exemple, on va rencontrer une jeune bushinenguée qui maintenant habite à Cayenne et qui, malgré tout, continue quotidiennement à utiliser des plantes médicinales, notamment pour ses bains de plantes. Et donc, effectivement, eh bien, l'enjeu, c'est de trouver ces plantes qui sont très importantes dans sa culture, dans la ville, pour continuer à perpétuer cette pratique des bains de feuillage. La capitale a grignoté du territoire sur la forêt. Mais le béton n'a pas englouti toute la végétation. Dans certains quartiers périphériques de Cayenne, des espèces médicinales poussent encore à l'état sauvage. Coucou Clarisse. Ah, ça va? Ouais. Alors, t'as trouvé des plantes? Ouais, 2, 3. Hein. Les espèces que tu trouves ici te servent à préparer des remèdes? Oui, voilà. Ce sont des plantes qu'on utilise pratiquement tous les jours chez nous et qui poussent également là-bas. C'est juste que, voilà, comme on a changé de milieu de vie, il faut que je trouve un point où m'approvisionner dans les plantes que j'utilise tous les jours chez moi. Ici, comme j'ai changé carrément d'habitat, il faut que je refasse mes points de collecte et trouver des endroits où je peux m'approvisionner en chaque espèce bien définie parce que toutes les plantes ne poussent pas au même endroit. Par exemple, le tingimoni qui est très rare à trouver, je suis obligée d'avoir des points spécifiques où je viens le chercher. Ouais. Donc ce qui peut paraître anodin à un public non averti, en fait, est rempli de plantes dont vous avez un usage chez vous les bushinengués quasi quotidien. Faut dire que la nature, chez nous, la nature ne peut pas
Aucune partie de la nature n'est anodin. On a tendance souvent à imaginer qu'il faut aller loin dans des zones reculées pour rencontrer des personnes qui utilisent des plantes médicinales quotidiennement. Alors qu'en fait c'est faux. La phytothérapie est bien vivante, la phytothérapie existe en ville et la phytothérapie s'est adaptée à la ville. Et donc c'est pas parce qu'on vient habiter en ville qu'on oublie tout ce qu'on faisait chez soi auparavant, quoi. On la décrit parfois comme un enfer vert, mais en réalité, la forêt a toujours protégé ses habitants. Elle les a nourris et soignés pendant des siècles. Les Indiens la considèrent comme un bien commun universel et elle est restée jusqu'à présent protégée des convoitises marchandes et des projets destructeurs. Bien qu'ils soient confrontés à des difficultés économiques, les Guyanais ont choisi de préserver leur forêt car ils ont compris que la santé des hommes dépend aussi de la santé des arbres.